Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode d'un live, une histoire. C'est un jour particulier aujourd'hui parce que j'accueille Madjissem que j'ai rencontré il y a quelques mois dans le cadre de l'émission Ciné Le Mag pour Canal+. Et j'ai découvert une femme forte, une femme déterminée, une femme de caractère qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va. Et donc du coup, je trouve ça toujours enrichissant de rencontrer ce genre de personnes. Et puis, on a pu discuter, on s'est découvert un petit peu et elle a évoqué de manière assez brève, parce que je pense qu'elle a une certaine pudeur, mais l'histoire qui est arrivée à ses parents. Donc Madjissem, elle vient du Tchad. Donc le Tchad est un pays d'Afrique. Voilà. Et puis pour le reste, elle va donc vous raconter un peu son parcours. Madjissem, si tu es là, peux-tu faire une demande? Voilà, parfait, parfait. Alors, est-ce que ça marche ou pas? Est-ce que vous m'entendez bien? J'espère que oui. Parce que sous les conseils de Brice, j'ai testé mon kit main libre en me disant que ça allait peut-être être de meilleure qualité. Alors, ça rame un petit peu. J'espère que ça va le faire. Ah, super. Bon, si Brice il fait le comme ça, c'est que ça fonctionne. Alors, Mathisen, ça n'a pas l'air de marcher. On va retester. Alors, Mathisen, est-ce que tu pourrais refaire une demande, s'il te plaît? Une demande pour rejoindre le live. Alors, ah bah, apparemment, je peux t'envoyer une demande. Voilà, je viens de t'envoyer une demande. On va voir si ça passe bien. Ah, voilà, super. Hello, finally. Comment ça va? Ça va bien et toi? Bah super, je suis grave content de te voir dans un autre cadre. C'est vrai? Ça me fait même un peu bizarre. On est habitué au plateau télé, etc. Et là, c'est un peu plus intimiste. Donc, c'est mieux. Bah ouais, ouais. Donc là, tu es où? Tu es dans ton bureau de femme d'affaires? Exactement. Je suis dans mon bureau de femme d'affaires, absolument. D'accord. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, moi je t'ai décrit assez brièvement. Donc je t'ai rencontré dans le cadre de Canal Plus International Mhm, en tant que présentatrice. mhm, Voilà, moi ce qui m'a directement marqué, c'est ton caractère, ton charisme, tes convictions. mhm. Est-ce que tu peux nous en apprendre un peu plus? Oula! Vaste, vaste débat. Écoute, je suis. Alors, du coup, comme j'ai pas écouté toute la présentation que tu as faite sur moi, t'es allé au départ, à la genèse, ou qu'est-ce que tu as dit exactement? Non, grosso modo, j'ai dit que tu étais tchadienne. Ouais, très Voilà. important. Voilà, et que on était là pour parler de tes parents, Ouais. voilà, que tu as perdu assez jeune. Exactement. Alors, Voilà. bon, alors ça fait partie intégrante de mon histoire. Pendant très longtemps, en fait, j'ai refusé d'en parler parce que quand j'étais plus jeune, je voulais en fait éviter la pitié. Hmm. Et c'est vrai que autant maintenant, avec l'âge, l'expérience, bah, on est de plus en plus confronté à la mort. Les gens qui nous entourent aussi l'ont été. Mais quand ça arrive si jeune, en fait, c'est pas entre guillemets, c'est pas dans la norme. Et tout ce que je voulais, moi, c'est être normal, ne pas faire pitié. Donc en fait, je le disais absolument, absolument pas. Et c'est une de mes amies journalistes qui m'a convaincue d'en parler. Et moi, je disais, mais quel intérêt d'en parler? Elle me dit non. Le fait que tu partages ton expérience, comment tu as réussi à surmonter cette épreuve, etc., en fait, tu peux toucher des gens, tu peux aider des gens qui sont peut-être moins forts que toi, tu peux les aider à s'en sortir ou en tout cas à être plus positif, à avoir de l'espoir, etc. Et c'est uniquement à ce moment-là que j'ai accepté de le partager. Donc la première fois que je crois que je l'ai dit en public, c'était dans un grand journal, je crois que c'était Jeune Afrique. Et voilà. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Et c'est vrai que depuis après, j'ai beaucoup
été contactée par des gens qui avaient dû faire face aussi à un deuil, etc. Et voilà, dès que je peux, je prends le temps d'échanger voilà, avec des jeunes qui ont à peu près le même parcours que moi. Et le message souvent que j'essaye de transmettre, c'est que autant c'est difficile, autant mais c'est un chamboulement. Hein. Moi, je dis souvent que c'est comme si mon monde s'était effondré. Autant je pense que je suis arrivée à transformer ça en force pour me propulser parce que je me suis dit, bah, c'est simple, écoute, tu as deux options. Soit tu pleures toute ta vie, voilà, j'ai perdu mes parents et tu restes en boucle sur ça, ou soit tu essayes de prendre ta revanche sur la vie et tu te dis, voilà, tu vas construire la plus belle vie au monde, enfin, entre guillemets, la plus belle vie possible. Et donc, j'ai fait le deuxième choix. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a un peu orientée, c'est-à-dire que j'ai toujours visé le top du top. Je me suis jamais contentée du minimum, etc. Ça peut, même parfois, quitte à paraître snob, etc. Je me souviens à l'université, quand on devait chercher des stages, moi, mes camarades, en fait, ils ont envoyé 200 CV, etc. Moi, je crois que j'en avais envoyé 3 du top parce que voilà, je me disais bah, si les 3 ça marche pas, en tout cas je trouverai une autre option, mais je vais pas me contenter voilà voilà, du petit stage qui m'apporterait rien. Donc voilà, ça a été pour moi en tout cas ça m'a mis dans cette dynamique voilà d'une recherche constante voilà de l'excellence du top, parce que voilà j'ai en tout cas j'avais cette envie entre guillemets voilà de prendre ma revanche sur la vie. D'accord. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as grandi en France ou tu as grandi au Tchad? Alors moi, je suis née au Tchad, donc D'accord. deux parents tchadiens, Ok. et je suis arrivée en France. Alors je crois que la première fois que je suis arrivée, j'étais bébé, mais je me suis vraiment installée en France quand j'ai eu 5 ans. Et donc ben là, si on prend en termes de temps, j'ai passé plus de temps en tout cas en France qu'au Tchad, mais régulièrement, en fait, je suis retournée au Tchad. Et par exemple, j'ai fait mon CM2 au Tchad, aux Étoiles Brillantes d'ailleurs. Et j'ai un bac tchadien aussi. Ok. J'ai passé mon bac au Tchad. Et ça, pour moi, c'est important de le dire parce que souvent, on a l'impression que je suis pas très connectée à mon pays, alors qu'en fait, j'y passe beaucoup de temps et j'ai mes amis d'enfance là-bas, j'ai encore ma famille, les dialectes de mes parents, etc. Donc ça fait, en tout cas, c'est comme j'aime à le dire, moi je suis pas une immigrée de deuxième génération, je suis une immigrée entre guillemets tout court. D'accord. Où, Je voilà, où vois. je me définis plutôt comme quelqu'un de la diaspora parce que j'ai vraiment un ancrage très profond au Tchad. D'accord. Je vois. Alors, tu m'as envoyé une photo. Chaque semaine, en fait, avant de préparer l'interview, je poste une photo. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'elle t'évoque? Enfin, moi, je l'ai directement trouvé magnifique parce que j'ai trouvé que il te ressemblait en fait. Ta mère, elle te ressemblait pour le visage et Ouais. ton père, il avait un air digne Ouais. qui te ressemblait. Quand tu as sorti cette photo, qu'est-ce qu'elle t'a évoqué? Alors déjà, en fait, c'est une photo que je vois tout le temps parce que c'est une photo qui est encadrée chez moi. Hmm. Et ben, pour moi, en fait, ça symbolise l'amour de mes parents. Et, et voilà, ils étaient jeunes. Alors, je sais pas quel âge exactement ils avaient sur la photo, mais probablement pas loin de l'âge que j'ai maintenant. Et ouais, pour moi, c'est juste la beauté de l'amour et ouais, le fait que ça me rappelle que je suis. Et ça, c'est un ingrédient important. Ça me rappelle qu'en fait, je suis ben, le mélange de ces deux personnes. Parce que pendant longtemps, je me suis répété, mais en fait, ils sont pas morts parce que génétiquement, tu as un mélange des deux. Et c'est vrai que, genre, un enfant prend 50% de l'ADN de son père, 50% de l'ADN de sa mère. Et du coup, moi, ça m'a réconforté pendant longtemps et je m'accrochais à cette idée que, ben, en fait, non, ils sont pas morts, ils sont là, en fait, ils sont en toi, ils sont dans tes gènes, au plus profond de tes cellules. Tu es ces deux personnes. Donc voilà, je dirais que cette photo, ça symbolise un peu ça pour moi. D'accord. Et quand tu revois des photos en règle Ouais. générale, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une émotion ou un sentiment qui te vient directement?
Oui, ouais, oui, oui. C'est-à-dire que je peux. Alors, cette photo qui est là en permanence, donc elle fait Mm. partie, entre guillemets, de mon quotidien, mais j'ai tout un carton de photos et d'archives d'eux. Et alors, souvent, quand j'ouvre le carton, c'est pas très, très bon signe, c'est que voilà, j'ai besoin voilà, de les revoir, ou en tout cas, j'ai un manque, et donc c'est beaucoup de nostalgie. Et souvent, même aujourd'hui encore, ça m'arrive de pleurer en regardant. Mm. Certaines de leurs photos. Mais ouais, non, non, c'est ouais, nostalgie, mais comment je dirais je sais pas, c'est peut-être une manière de les faire continuer à exister dans ma vie quotidienne. D'accord. Est-ce que tu pourrais me les raconter, me les décrire? Mes parents, Oui. ouais. Déjà, peut-être physiquement pour ceux qui n'ont pas vu les photos, et puis après, dans le comportement. Alors déjà tous les deux très grands de taille, donc vous comprendrez mon mètre 85, donc tous les deux très grands de taille. Quelque chose qui marque, c'est la dignité. Et c'est des personnes qui ont eu des responsabilités très tôt, donc qui ont en fait eu à moi, je me souviens à la maison, j'ai grandi avec une vingtaine de personnes, mais un peu comme en Afrique, donc dans la cour, etc. Il y a des oncles, des cousins, et donc vraiment, c'est deux personnes qui, chacun de leur côté, portaient toute leur famille à bout de bras. Donc, oui, en gros, beaucoup de responsabilités, beaucoup de dignité dans leur manière en tout cas, de gérer les choses. Mon père, c'était, comment je pourrais dire, mon père, je trouvais que c'était quelqu'un de très gentil, mais avec un côté genre assez autoritaire. Et par exemple, quand on me dit que je suis autoritaire, enfin, dans ma famille, on me dit bah c'est son père craché. Ma mère, qui pourtant avait le plus gros caractère, mais genre enveloppée d'une douceur. Donc voilà, moi c'est les souvenirs que j'en ai. Et moi je me souviens quand mon père il arrivait en voiture, donc au Tchad. Donc quand sa voiture prenait le virage, t'as tout le monde qui disparaissait de la maison parce que comme il en imposait, il faisait peur. Et je me souviens, il rentrait et puis s'asseyait sur sa chaise. Mais les gens sont où? Les gens sont où? Alors moi, je trouvais qu'il était mais gentil comme tout, mais c'est vrai que cette figure autoritaire, ça faisait fuir enfin, tout le monde, et sauf moi, qui était toujours dans ses pattes, une vraie fille à papa. Mm. Justement, quelle éducation ils t'ont transmis? Alors si je dois résumer, va à l'école. Mm. Va à l'école, étudie. Je crois que c'est ce qui m'ont le plus transmis, c'est que je dis souvent, les petites filles africaines, on leur apprend beaucoup. Oui, il faut se marier, il faut essayer de trouver. En tout cas, on t'oriente vers la cellule mariage. Moi, Mm. je me souviens, ma mère me disait va à l'école, va le plus loin possible, deviens indépendante et après tu verras. Et je sais que ça m'a un peu formaté d'une manière, de sorte à ce que moi, j'ai jamais, par exemple, vu le mariage comme une fin en soi. Pour moi, c'est plutôt une cerise sur le gâteau. Et j'ai été dans cette quête, en fait, de me trouver, de trouver ma voie et d'avoir un impact sur enfin, dans ce monde. Mais honnêtement, si je dois dire un truc sur leur éducation, c'est vraiment, ouais, c'est l'éducation tout simplement, c'est va à l'école. Mm. Aussi le respect d'où je viens. N'oublie jamais d'où tu viens. C'est-à-dire que je connais mon village. J'aime quand je peux aller passer du temps là-bas. Je me sens comme chez moi. Pas comme chez moi, mais je me sens totalement chez moi quand je suis au Tchad, au même titre que quand je suis ici. Donc en gros, voilà, c'est ça. En tout cas, ce message qu'ils m'ont donné, pour moi, ça m'a permis de jamais trop m'éloigner et de jamais oublier mes racines ni d'où je viens. D'accord, je vois. Ouais. Alors, souvent avec ses parents, on n'a pas forcément le même rapport, la même relation avec son père et avec sa mère. Je sais pas, Mmh. parfois il y a des sujets qu'on parle plus avec sa mère ou plus avec son père. Et Ouais. est-ce que toi tu pourrais peut-être me dire, je sais pas, avec ta mère c'était plus ça et avec mon papa c'était plus ça?
Non, et puis en plus, après, comme ils sont partis assez tôt, à 13 Hmm. ans, il n'y a pas vraiment de sujet. D'accord. Ok. Mais je me souviens que, bon, en tout cas, j'étais plus dans les pattes de mon père. Hmm. C'est-à-dire que il m'emmenait, alors il y a une tradition au Tchad, c'est manger de la viande grillée. Donc il m'emmenait manger de la viande grillée. Il avait son coin, c'est pas loin d'ici, il y a des Tchadiens dans dans l'audience, pas loin des travaux publics. Il y avait un super coin pour manger de la viande grillée. Donc on s'asseyait là et puis il m'expliquait les choses. Mais c'était très dans la pédagogie. Hmm. Par exemple, donc mon père, bon, parfois il avait des postes dans les structures étatiques. Et donc, pour citer un exemple, il m'expliquait par exemple, il avait une voiture du gouvernement, et Hmm. il m'expliquait ce que ça voulait dire que d'avoir une voiture du gouvernement. Donc, il me dit, par exemple, en fait, ce monsieur qui est là sur le bord de la route, la voiture lui appartient un peu, par exemple. Et moi, je ne Hmm. comprenais pas, en tant que petite fille, je me dis, mais comment ça, la voiture lui appartient un peu? Il dit, bah non, mais la voiture, comme elle appartient à l'État tchadien, en fait, ça appartient, chaque petite partie de la voiture appartient un peu à chaque tchadien. Et donc, lui, il était très dans la pédagogie, mais c'est aussi parce qu'il était enseignant. Hmm. Euh, C'était un docteur en droit, donc enseignant à à la faculté de droit. Et ma mère, j'irais, ouais, c'est plus sur les choses sur les choses de la vie, peut-être le côté humain, le côté relationnel avec les gens. Elle, elle travaillait une assistante sociale, D'accord. donc elle était voilà très dans le social, dans l'aide aux femmes, aux orphelins, etc. Donc voilà, elle, je dirais que c'était plus ce côté-là. D'accord. Tu es fille unique ou tu as des... Ben non, Non, tu as un frère, ben oui, qui faisait des vidéos ah, j'en ai humoristiques. plusieurs même Ok. j'ai une très grande famille, donc non, je suis Ok. absolument pas fille unique. D'accord. Vous êtes, enfin, t'as combien de frères et sœurs si c'est pas indiscret? Alors, j'ai 3 frères et j'ai 2 sœurs. D'accord. Tu es la plus grande ou... Non, je suis la plus petite. Ah, Yeah. d'accord. Eh, j'aurais pas pensé. D'accord. Ok. Bon. Euh, du coup, est-ce que tu peux me raconter ton histoire de 0 à 13 ans? De 0 à 13 ans, Ouais. je dirais que c'est une enfance, en tout cas, moi, j'ai des super souvenirs de ma petite enfance. Hmm. Au Tchad parce que voilà, j'étais entourée de mes parents, de ma famille Hmm. je me souviens que voilà que je m'amusais et puis là-bas c'est pas comme ici où on peut être voilà enfermé dans Hmm. des petits espaces, dans des appartements. Là-bas, entre guillemets, ta maison, c'est ton quartier. Oui. Et donc, quand j'étais petite, moi, j'ai grandi entre un quartier qui s'appelle Farsha et Ardé Djoumbal. Et voilà, pour moi, c'est la meilleure période de ma vie. Et Hmm. après, en grandissant, honnêtement, une enfance, tout ce qu'il y a de plus, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc j'ai grandi dans la région parisienne, Hmm. bonne école. Honnêtement, j'ai Rêve, quoi. presque banal parce que voilà, Ok. j'étais pas de problème particulier, j'étais bonne à l'école, et je me sentais bien dans ma peau, donc voilà. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, voilà, en l'espace de quelques mois, Hmm. j'ai perdu mes parents. Et là, Hmm. comme je le dis souvent, voilà, c'est ton monde qui s'effondre. Hmm. Et après, en fait, dans le reste de l'adolescence, qui est déjà une période un peu compliquée de la vie, en fait, il faut en plus gérer cette donnée-là et se construire malgré Hmm. cette absence parce que c'est simple, les parents, c'est tout. C'est votre Hmm. base, c'est votre identité. Et en plus, c'est à partir de cet âge-là où on commence à avoir une certaine conscience. Et Hmm. donc, c'est là qu'intervient le besoin d'en connaître plus sur ses parents, le besoin de transmission, tout simplement. Et en fait, vous n'avez pas ça. Donc, voilà, c'était plutôt comment se construire euh, malgré ça. Alors, j'ai pas compris tout de suite et je pense qu'il n'y a pas ouais, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle ou une solution. Je pense que Hmm. c'est très,
c'est lié un peu à chaque histoire et à chaque personnalité. Mais voilà, tout ce que j'ai dit, tout ce que je dis souvent, c'est que c'est quelque chose que j'ai intériorisé, que j'ai pas extériorisé, donc ça se voyait pas. Euh, comme je disais, c'est mon besoin d'être normal, et donc je ne le disais pas, et j'ai essayé de vivre en tout cas extérieurement comme tous les autres, et sauf qu'intérieurement, voilà, j'avais un vide énorme. Ouais, j'imagine. Ouais. Et du coup, sans forcément rentrer dans les détails, en gardant la pudeur nécessaire, est-ce que tu pourrais éventuellement expliquer ce qui s'est passé dans les grandes lignes? Non. Non? D'accord. Non. Ok, très Ça, bien. en fait, je dirais pas parce que après, voilà, autant je raconte mon histoire, mais c'est aussi Oui, leur histoire à eux. Et d'accord. je suis quelqu'un de très pudique. Et, euh, et comme je dis souvent, j'accepte de le partager en Oui, espérant que ça puisse aider d'autres personnes. Mais voilà, je trouve pas que ça apporte une plus-value de rentrer dans des détails sur ce qui s'est très passé, bien. etc. Donc voilà, sur ça, Très je bien. préférais que ça reste Non, leur non, mais je histoire à eux. comprends. Ouais. Pas de souci. Et donc, du coup, comment tu as réorganisé ta vie? Chez qui tu es allé vivre? Alors chez ma tante, D'accord. c'est la petite sœur de ma mère. Donc ça c'est non, après c'est pour ça que je dis qu'autant je pense que la vie ou Dieu ou l'univers, peu importe le nom qu'on pose dessus, m'a enlevé beaucoup de choses, mais autant j'en ai Mm, reçu aussi beaucoup. mm, Et c'est là où je pense que ça m'a aidé à être dans la gratitude mm, malgré tout ça. mm, Et voilà, à essayer en tout cas de voir ce qu'il y avait de positif mm. dans ma vie, et voilà, et à me servir de tout ça pour pouvoir continuer à avancer. D'accord. Et du coup, si un enfant venait te voir pour reprendre l'exemple, enfin, on va dire ce que tu as commencé à expliquer tout à l'heure, Ouais. et te disait qu'il a vécu la même chose que toi, Mhm. quel conseil concret tu lui donnerais pour avancer? Alors, parce que c'est pas forcément, j'imagine, que c'est pas forcément facile d'activer un mode guerrier Mhm. directement. Ouais. Est-ce qu'il y a des étapes progressives par lesquelles éventuellement il pourrait passer? Mhm. Alors déjà, il y a une étape, c'est le temps, tout Mm, simplement. mm, Ça fait très cliché parce que souvent on dit oui, le temps, mais c'est vrai. En fait, mm, il y a le temps. C'est-à-dire que il y a, en fait, le temps de l'accepter. mm, Et ça peut être plus ou moins long selon l'âge de la personne. Maintenant, si c'est un enfant, ça peut être particulièrement long parce qu'on dit par exemple en psychologie, si vous avez perdu vos parents à, je sais pas, 6 ans, 10 ans, 13 ans, etc. Et en fait, vous pleurez toujours vos enfants comme si vous étiez à l'âge auquel vous les avez perdus. mm. Donc déjà, la donnée temps, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est incompressible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer voilà, j'ai perdu mes parents à, comme tu dis, super power, tout va bien, et voilà, je me sers de ça. C'est le temps. Moi, je crois que ça m'a mis à peu près, je dirais bien une bonne dizaine d'années. Parce que, comme je disais, il y a cette construction qui doit se faire, cette construction entre guillemets mentale. Et c'est difficile parce que à toutes les étapes où vous voyez, par exemple, votre entourage, vos amis être avec leurs parents, en fait, Mm. c'est autant de choses qui vous ramènent en fait Bien sûr, bien sûr. à votre deuil. Et ça, je sais que ça a été quelque chose qui a été compliqué. C'est comme si à chaque fois que tu vois quelqu'un heureux avec ses parents, c'est pas Mm, que ça te remue le couteau dans la plaie, mais presque. mm, mm, Et l'idée dans tout ça, c'est le conseil en tout cas que je donnerais, c'est de tout faire euh, pour rester quelqu'un de bien. C'est-à-dire que mm, ce genre d'épreuve, ça peut changer une personnalité. Vous pouvez devenir aigri, en vouloir à tout le mm, monde, presque souhaiter le malheur des gens, mm. etc. Et en fait, non. Moi, je sais que je me suis battue pour rester quelqu'un d'équilibré, quelqu'un de bien. Et c'est C'était pour ça que, dur? pardon. C'était dur de rester quelqu'un de bien quand on a une certaine... Alors, je sais pas si c'était dur, mais en fait, c'est en termes de curseur. C'est-à-dire que Mm, je vais donner un exemple concret. mm,
dans votre vie, par exemple, ça va pas très bien, vous voyez qu'un de vos amis, tout marche bien pour lui. Mhm. Il y a un sentiment humain où, en fait, le succès de votre ami vous renvoie à votre propre échec à vous. Donc, il y a ce sentiment humain, petit pincement au cœur, qui peut être genre un peu de jalousie, etc. Si vous réorientez si tu réorientes, pardon, ton curseur tout de suite, en disant, hey, tu sais quoi, c'est cool pour lui, ben, en fait, mon tour va venir et je vais y arriver aussi. Donc, c'est pas que vous n'avez pas éprouvé le petit coup de jalousie ou le petit qui est normal, hein, c'est quelque chose qui fait partie de la nature humaine, mais c'est cette capacité à réorienter son curseur. Et donc, je sais pas si c'était difficile, mais je prends ça plutôt comme un exercice où à chaque étape, en fait, il faut réorienter son curseur pour rester, en fait, dans pas dans sa ligne de conduite, mais en tout cas pour aller vers ce à quoi on aspire tout simplement. D'accord. Et tout à l'heure, tu as utilisé le mot temps, qu'il faut du temps. Alors, si on le rendait un peu plus concret, est-ce que on a une grosse douleur et chaque jour, la douleur, elle est un petit peu moins forte? Ou alors, est-ce que il y a la douleur et puis un jour, on se réveille et finalement, je dis pas que la douleur est partie, mais on sent une différence. Comment est-ce qu'on le ressent? Quand je dis la donnée de temps, en fait, c'est comme quelque chose qui est présent, qui est toujours là. Mais en fait, on apprend plutôt à composer, avec. Donc, par exemple, moi, on me dit souvent que dans mon regard, on sent une certaine gravité. Et je pense que c'est lié un peu à ça. En fait, ça vous marque, entre guillemets, à vie. Ça ne part jamais, mais c'est plutôt que le temps vous aide, en tout cas, à l'intégrer à son être, quoi, à qui on est, à son... Ouais, je pense que c'est ça, plutôt. Ce serait plutôt, ouais, le fait que le temps... Une acceptation. Exactement, c'est ce que je disais, ouais. Ouais, je pense que c'est plutôt de cet ordre-là que d'un sentiment qui s'envole ou qui disparaît. Mais c'est toujours présent. D'accord. Mais est-ce que le fait d'accepter retire, par exemple, je sais pas, quand il nous arrive quelque chose de grave, de triste, on a une boule au ventre en permanence, on sent une mélancolie en permanence. Est-ce que au moment où on a accepté, ça part? Ou est-ce que finalement, ça vient, ça part, ça vient, ça part? Alors c'est plutôt un mouvement de va-et-vient. C'est-à-dire que, évidemment, je me lève pas tous les jours en pensant au décès de mes parents, mais voilà, il y a des choses ou des événements qui vont faire que ça va réveiller, en fait, ce manque-là. En fait, par exemple, les grands événements de la vie. Vous avez votre diplôme, vous auriez aimé, moi, mes parents qui ont tout investi, entre guillemets, pour mon éducation, vous auriez aimé que vos parents soient là. En fait, ils sont pas là. Et vous allez voir vos amis, en fait, ils sont entourés de leurs parents. Vous mariez, vous auriez aimé que vos parents soient là. En fait, ils sont pas là. Vous avez un enfant, tu aurais aimé en tout cas que ta mère soit à tes côtés. En fait, ta mère n'est pas là. Donc, c'est chaque étape de la vie, des étapes structurantes et constituantes qui, en fait, voilà, ramènent un peu le deuil. Et voilà, après, c'est, comme on dit, chacun a sa manière de gérer, mais tu pleures un bon coup et voilà, et le lendemain, tu te réveilles et puis la vie reprend son cours. D'accord. Alors, on a du coup, pour illustrer ce que tu dis, il y a Brice qui nous dit, c'est comme une cicatrice qui restera qui restera là, en fait. C'est comme une cicatrice. Non, totalement. C'est comme, et c'est pour ça que je dis que ça ne part pas. Une cicatrice au début, c'est très présent. Et puis avec le temps, ça s'affadit, etc. Pourtant, elle est là. Parfois, les gens ne verront même pas votre cicatrice, mais vous la voyez. Et parfois, vous l'oubliez. Et puis, un jour, à l'occasion je sais pas, vous faites quelque chose, un geste, ou vous êtes dans votre salle de bain, la cicatrice réapparaît. Voilà, c'est à peu près cette image-là. D'accord. Alors, pour suivre, il y a Destinée qui nous dit, le temps aide à vivre avec, mais la douleur ne part jamais. Des choses qui feront tout remonter à la surface. Oui, c'est ça, mais c'est ce que j'évoquais avec
certains événements de la vie. Alors, ça peut être les grands événements comme ceux que j'ai cités, les mariages, la naissance d'un enfant, etc. Après, il y a des plus petits événements qui peuvent faire ressortir. Ou parfois, moi, je sais que dans certaines situations, j'ai pensé que si mes parents étaient là, ça aurait été différent. Ou des fois où on a besoin de protection, où on a besoin de conseils, etc. Ben voilà, là on se dit, ben, si ma mère était là par exemple, je suis sûre qu'elle m'aurait donné le bon conseil. Donc voilà, c'est à peu près vraiment on compose avec. Après, selon sa croyance, sa religion, etc., on se dit que les gens sont plus ou moins là, que, entre guillemets, il y a un certain nombre de signes, etc. Mais véritablement, ouais, je trouve que ça fait juste partie intégrante de sa vie, de son histoire, et voilà. D'accord. Pour revenir sur un point, moi qui me paraît, on va dire, difficile à matérialiser parce que je l'ai pas vécu, mais Ouais. on va dire, recentrer sur l'explication que tu donnais, que il faut essayer d'être pas aigri et essayer finalement d'être quelqu'un de bien. Est-ce que tu as est-ce que tu aurais des petits conseils si on sent que la rage le sentiment d'injustice nous submerge? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu penses est-ce que tu penses qu'il faut en parler? Si oui, éventuellement, à qui? Est-ce que tu penses qu'il faut éventuellement aller voir, je sais pas, parfois on a des meilleurs amis de nos parents qui peuvent éventuellement nous en parler, ou alors est-ce qu'il faut essayer de le garder un peu pour ne pas trop y penser? Voilà. Alors encore une fois, ça dépend de la personnalité, mais Mettons moi, qu'il y a une personnalité qui te ressemble. alors moi, je suis quelqu'un de très, j'intériorise beaucoup, entre guillemets mes combats, je les vis, je les vis presque seul. Ça se voit pas, mais je suis quelqu'un de très solitaire et je suis très dans le développement personnel, je suis très dans la psychologie, etc. Donc j'ai beaucoup lu de livres. En fait, je rêvais d'être psychologue quand j'étais plus jeune. En fait, il y avait deux métiers dont je rêvais. Donc d'ailleurs, je les ai pas choisis, mais la psychologie était l'un des deux. Donc moi, je suis quelqu'un qui naturellement va m'auto-analyser et comme je dis, va pouvoir entre guillemets me réguler, etc. Après, je pense qu'il faut toujours en parler. L'idée, c'est pas d'aller en parler à tout le monde. Encore une fois, moi en tout cas, c'est pas ce que j'ai fait, mais d'avoir, c'est vrai, des personnes références avec qui on peut juste être soi-même et c'est pas à se défouler, mais le pouvoir, la parole a un certain pouvoir. Même aujourd'hui, hein, parfois, alors j'ai deux personnes à qui je parle, je suis confrontée à des difficultés particulières, etc. Et je sais qu'une conversation, un mot que la personne va pouvoir me dire, une orientation qu'elle va pouvoir me donner, ça peut changer mon état d'esprit. Donc, en gros, c'est un peu à chacun sa sauce, mais vraiment de travailler sur soi, surtout de ne pas refouler, parce que ça ne marche pas comme ça ne part pas, ça ne va pas s'envoler seul. Ça veut dire quoi, refouler? Refouler, c'est faire comme si le sentiment n'existait pas. C'est-à-dire si vous avez la rage contre la vie, si vous êtes envieux des autres, si vous êtes aigri, etc., refouler, ce serait, en fait, ça n'existe pas, c'est pas vrai, je suis pas comme ça. Alors qu'en fait, si vous êtes tout ça, vous détruisez plus votre vie à vous-même que la vie de peu importe qui, ou surtout, vous prenez pas votre revanche. Et c'est pour ça que moi, je m'étais dit, en fait, c'est simple, pour contrer un peu ce triste destin, en fait, tu vas te construire la plus belle vie du monde. Ouais, du monde, ou en tout cas, la plus belle vie possible. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais d'événements importants dans lesquels les parents peuvent être là, ils sont importants. Est-ce que toi, tu as, par exemple, est-ce que tu as eu d'autres figures peut-être paternelles, ou est-ce qu'il est important d'avoir d'autres figures paternelles et d'autres figures maternelles qui justement, il n'est pas du tout question de remplacer, mais est-ce que finalement c'est pas un besoin pour l'équilibre d'avoir peut-être voilà cette tante ou peut-être cette grande sœur qui va avoir ce côté maternel avec nous et Oui. peut-être est-ce que c'est indispensable ou pas d'ailleurs? Je pense.
D'accord. Pour moi, ça fait partie, c'est comme ça que l'être humain se Mm. construit. C'est-à-dire qu'un être humain, c'est pas fait. On est des, comme on dit, on est des animaux Mm. sociaux et on a besoin de vivre en tout cas dans un certain cercle. Et moi, sur cet aspect-là, j'ai été très entourée. Donc, il y Mm. avait aussi bien voilà, les petites sœurs Mm. de ma mère, donc mes tantes, Mm. que mes cousins. Et en fait, tous ces gens, euh, en fait, tout ça mis ensemble, ça m'a énormément aidé et ça m'a, ouais, ce qui fait que j'ai presque une vie normale en fait. Mm. En tout cas, j'ai senti de l'amour familial, j'ai senti de l'amour fraternel, etc. Et je pense que c'est aussi tout ça qui m'a aidé à rester quelqu'un de, euh, ouais, être quelqu'un de bien et être quelqu'un d'équilibré. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir été la plus jeune de la famille, est-ce qu'on Mhm. t'a peut-être d'autant plus peut-être protégée ou on a fait peut-être un peu plus Non, je pense attention? Non, pas du tout. non, parce que, enfin, je dirais qu'au contraire, vu que j'intériorise beaucoup, Mm. les gens ont tendance à penser que tout va toujours très bien Mm. tout va toujours très bien pour moi. Donc non, je pense pas avoir fait, en tout cas, l'objet d'un traitement de faveur Non, non, mais ou d'accord. de, ouais, ou de quoi que ce soit, parce que d'abord, dans ma famille, oui, mais dans mon entourage, par exemple, vraiment les gens qui sont au courant de mon histoire se comptent au compte-gouttes. Mm. Et tout le monde pense que voilà, moi, je suis quelqu'un, voilà, j'ai mes deux parents quelque part. Et comme je suis plutôt d'un naturel joyeux, ouais, je pense que ça donne non. En tout cas, j'ai pas le souvenir d'avoir bénéficié ni dans mon cercle familial, ni dans mon cercle d'amis d'une quelconque, en tout cas, protection supérieure. D'accord. Ouais. Ok. Tout à l'heure, tu m'as dit euh, que cet événement-là, du coup, ça avait créé une sorte de rage de vaincre Mhm. et d'accomplir des choses. Est-ce que cet événement, il a aussi peut-être changé d'autres choses dans ton approche, peut-être de la vie ou des relations aux autres? Oui, alors, fondamentalement, ça m'a donné une conscience de la mort, donc de la vie, très jeune. C'est-à-dire? Quand ben, quand on est confronté à la mort, c'est-à-dire que la mort se matérialise entre guillemets. Alors que quand on est jeune, justement, ben, on se sent immortel, Mm. invincible, etc. Et Mm. ben moi, j'ai jamais eu ce côté-là. Mm. Euh, et, et du coup, je pense que j'ai plus que d'autres, en tout cas, savouré toutes les petites choses qui m'arrivaient. Mm. Et jusqu'aujourd'hui, je suis quelqu'un qui savoure et qui célèbre toutes les petites victoires. Moi, Mm. dès que j'ai une bonne nouvelle, en tout cas, je la célèbre d'une manière ou d'une autre. Quand je vais dans un très bel endroit en vacances, quand je mange un très bon repas quelque part, quand je partage enfin, peu importe, mais chaque petite chose, je les savoure différemment parce que je pense que ça m'a ça m'a permis de réaliser en tout cas que, voilà, que la vie c'était pas enfin, demain n'est pas acquis et c'est maintenant, c'est le moment présent, etc., ce que tu fais maintenant qui est important. Donc ouais, je dirais que c'est en tout cas ça m'a appris à aimer chaque étape de la vie et chaque petite chose qui font le quotidien. D'accord. Et du coup, quelle a été la chose la plus délicate ou la plus difficile à surmonter pour toi? La chose la plus délicate ou la plus Hmm. difficile. Hum... Donc après le décès. Oui. Alors, bon, je ne sais pas si c'est la chose la plus délicate, mais en tout cas, ce serait plutôt dans l'ordre de ce sentiment parfois d'être seul au monde. Hmm. C'est-à-dire? Ben, dans la mesure où les parents, c'est censé être votre repère, c'est censé être incarner un peu votre identité, en tout cas, entre guillemets, la source vers laquelle on retourne dès qu'on en a l'occasion, dès qu'on a un problème, Hmm. Hmm. etc. C'est Hmm. que parfois, du fait de leur absence, j'ai eu ce sentiment d'être Hmm. seule au monde ou de devoir me battre contre tout toute seule. Donc oui, je pense que ce serait plutôt ouais, ce sentiment-là, mais
en termes d'épreuves, après, c'est comme tout le monde, c'est qu'on a des épreuves, au moment où on les passe, on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir, et puis on se rend Bien compte sûr. qu'on s'en sort toujours. Mm. Donc, pour moi, ça, c'est voilà, ce cheminement humain-là, je l'ai eu, mais je dirais que la chose la plus difficile, c'est ça, c'est ce sentiment parfois de solitude euh, profond. Et tu faisais quoi? C'était quoi c'est pas ton remède pour Mon contre la remède, solitude? il n'y en a pas. Ça passe. D'accord. C'est-à-dire que, et l'idée c'est ça, hein, c'est un éternel recommencement. Mm. Vous allez très bien, ensuite, en tout cas plus jeune, vous avez un certain nombre d'émotions, de sentiments, etc. Vous vous sentez mal, vous avez ce manque-là, vous pleurez, ou en tout cas vous Mm. vous enfermez chez vous pendant 2 jours, etc. Mm. Puis après, voilà, il faut Mm. remonter en selle, la vie reprend son cours. Mais c'est un éternel recommencement et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est que on a l'impression que quand on a vécu un deuil, en fait, tous les autres deuils, on ne les vivra plus avec la même intensité, qu'on sait, entre guillemets, gérer le deuil ou la mort. En fait, c'est pas vrai. Parce que en fait, à chaque deuil, vous êtes encore réimpacté d'une autre manière et ça vous touche tout autant. Donc c'est vraiment c'est pour ça que je tiens à appuyer sur le fait que c'est quelque chose auquel on s'habitue jamais. C'est pas comme si on a réglé son problème, on l'a accepté, c'est bon, c'est fini, on passe à autre chose. Non. D'accord. Est-ce que tu penses que ça a changé ta vision de la parentalité? Est-ce que tu penses que quand on a perdu ses parents jeunes, on a peut-être un jour, quand c'est à notre tour d'avoir des enfants, est-ce que tu Hmm. penses qu'on a un rapport à la parentalité qui est le même ou pas? Non, je pense que ça, en tout cas, moi qui suis maman, ça a changé mon rapport, mais c'est un peu comme tout le reste dans ma vie, c'est-à-dire que Mm. chaque petit moment avec mon enfant, je le savoure. C'est-à-dire que Mm. chaque petite chose, chaque petite... Et après, l'autre chose, c'est prévoir pour, au cas où alors c'est très très bizarre, mais Non, prévoir au non, cas je où comprends. on disparaît soi-même. Mm. Donc c'est ouvrir un compte à ton enfant quand il vient à peine de naître et Mm. commencer déjà à anticiper euh, sur, sur l'avenir si jamais il nous arrivait de ne pas pouvoir être là. En tout cas, moi je sais que c'est ne pas reproduire les mêmes schémas. Donc voilà, avoir en tout cas prévoir un certain nombre de choses pour son enfant financièrement, pour ses études, etc. Donc ouais, Ouais. je pense que je suis beaucoup, peut-être beaucoup plus ou peut-être trop dans l'anticipation par rapport à ça. Mais le bon côté, voilà, c'est que chaque petite chose, je savoure que je prends le temps euh, de voir grandir les enfants, etc. Et, et voilà. D'accord. Tu m'as dit à plusieurs reprises qu'on te parlait, qu'il y avait des gens que tu ne connaissais pas qui venaient te parler Mhm, de ton père. mhm. Euh, qu'est-ce que ça fait qu'on vienne, je sais pas, nous, parce que moi, enfin, moi, ce qui m'avait marqué, c'est quand tu m'avais dit qu'il y avait un monsieur qui t'avait dit, ah, ton papa, il a été, enfin, pas il a été gentil, mais enfin, grosso modo, qui te donnait des petites anecdotes en fait Ouais. de vie. Qu'est-ce que ça Bah, te... en fait, c'est des témoignages déjà qui font énormément de bien. Et on se dit, en fait, après autant d'années, il y a encore des gens qui se rappellent qui se rappellent de lui, par exemple. Et donc, c'est très touchant. Et je pense qu'il y a une espèce il y a une satisfaction parce que souvent, je dis que je récolte encore les effets des bonnes actions de mes parents, ce qu'ils ont fait de bien, parce que les gens témoignent. Et parfois, il m'est arrivé alors, c'est avec l'administration, notamment au Tchad, où je tombe sur un ancien élève de mon père, qui pourtant était réputé dur et un peu autoritaire, et qui m'a aidé, je pense, plus qu'il n'aurait dû, euh, en souvenir de lui. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises où des gens qui ont en tout cas, des souvenirs très précis en disant oui, on lui avait demandé de faire tel rapport, il nous l'avait fait, et quand on avait voulu le payer, etc., il avait refusé, et donc tout ça, je pense que c'est
en tout cas, je trouve ça particulièrement touchant et surtout, ça me donne moi-même envie voilà, d'avoir un impact positif dans cette vie, de sorte à ce que voilà, ce dont je bénéficie, bah, mes propres enfants puissent en bénéficier eux-mêmes. Donc, voilà, je pense que c'est un espèce de cercle vertueux. D'accord. Et justement, est-ce que à ta fille, est-ce que tu lui racontes ses grands-parents? Alors, pas encore. Pas C'est-à-dire encore. elle voit des photos dans la maison, donc elle dit c'est qui. Mais voilà, pour l'instant, elle est trop petite, mais évidemment que je lui raconterai tout, en tout cas tout ce que je sais. D'accord. Alors, avant-dernière question, est-ce que lorsque tu vis un événement important, que tu passes peut-être une période difficile, est-ce que tu te demandes éventuellement ce qu'ils auraient pensé, ce qu'ils t'auraient dit? Est-ce que parfois il y a des moments comme ça ou pas? Tout le temps. Ouais, tout le temps. Par exemple, il y a une phrase qu'on dit très souvent. C'est ah, je suis sûre que tes parents auraient été très fiers de toi, etc. Et donc, moi en tout cas, je sais que même sur les bons choix, ça oui, on dit ah, là, je suis sûre qu'ils auraient été fiers, etc. Parfois sur les mauvais choix ou les bêtises, là on se dit en tout cas, voilà, je me souviens que plus jeune, certaines choses que je voulais faire, je me dis ils doivent te regarder, ils seraient pas contents, genre ne le fais pas. Donc définitivement, plus sérieusement, je pense que qu'on se pose toujours cette question et je pense aussi que en tout cas moi mon père était un peu pas un peu dur, mais sur le côté scolaire, j'avais beau être première de ma classe, très bonne à l'école, il me disait des trucs comme tu manges à ta faim, tu as la lumière à la maison, pourquoi tu veux que je te félicite d'être première de ta classe? C'est genre, tu devrais pas être surprise d'être première de ta classe. Et, et donc souvent, voilà, quand j'ai passé par exemple mes diplômes, entre guillemets, j'ai toujours été très bonne élève. Et donc voilà, j'ai toujours une pensée par rapport à lui. Par exemple, quand j'ai eu mon master, j'ai eu une mention bien. Donc dans ma tête, voilà, naturellement, les phrases qu'il me répétait quand j'étais petite en disant, ben, oui, pourquoi tu t'étonnes d'être excellente? Mais je me souviens avoir souri quand j'ai su que j'avais eu mon master 2 avec une mention bien, parce que je me suis dit, il m'aurait dit à peu près la même chose, en disant, bon, ok, bravo, c'est bien, mais et probablement qu'il aurait ajouté, tant que tu n'auras pas un doctorat comme moi, bah en fait, tu seras inférieur à moi, donc entre guillemets, ne fais pas trop la fière. Mais Hmm. tout ça, c'est pas que c'est une pression, mais c'est plutôt, je pense que en termes de niveau d'excellence, le message je pense qu'il essayait de me transmettre, c'était mais t'as tout pour réussir. Donc ne doute pas de toi, ne t'auto-satisfais pas des petites choses, t'as tout pour réussir. Et je pense qu'en tout cas, ça c'est un truc qui me reste encore dans la tête jusqu'aujourd'hui, parce que voilà, je pense que dans la vie, je m'en suis plutôt bien sortie. Et je pense que c'est aussi grâce à ces valeurs et ces leçons fondamentales que mes parents m'ont transmises. Et justement, par rapport à tout le parcours que tu as eu, à tes réussites, tu crois que, que là, il te dirait quoi? Il dirait c'est bien? Oui, je pense qu'il dirait Ouais, ouais, c'est bien ma fille. ok. Je pense qu'il dirait alors, c'est bien ma fille. En tout cas, tu as fait ta part du job. Et moi, en tout cas, très jeune, j'ai compris que il fallait que je sois très bonne à l'école, même si j'étais un peu têtue. Paradoxalement, si j'étais bonne à l'école, on me laissait tranquille, et c'est ce qui s'est passé. D'accord. Alors, Ouais, dernière question qui va ouais, épouser sans doute une des premières que je t'ai posées. ouais. Si tu devais me donner ton meilleur souvenir, une anecdote Mhm, avec ton père mhm. et ton meilleur souvenir, une anecdote avec ta mère. Alors, avec mon père. Bah, mon père, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup parlé Hmm. très tôt. Et comme je disais, il était très dans la pédagogie. Et donc, c'est nos éternelles discussions. Et il aimait bien aller chasser.
Mm. Donc, voilà, on quittait N'Djamena, la ville, on allait voilà, dans un peu en brousse, comme on dit. Et c'était voilà, toutes ces histoires qu'il me racontait, mais il y en a tellement. Il n'y en a Par pas une exemple, qui t'a plus marqué alors que d'autres? c'est pas très pédagogique, mais c'est l'histoire de l'avion. Mm. Donc, je prenais souvent l'avion seule quand j'étais petite. Et un jour, il m'accompagne à l'aéroport et il me dit, est-ce que tu sais qu'un grain de sable peut faire qu'un avion se crache? Donc, imagine dans le cerveau d'une petite fille, genre un grain. Et puis, mon pays, c'est le plus gros producteur de poussière au monde. Donc, c'est pour te dire que des grains de sable, on en a. Et donc, voilà. Et ça, c'était des petites piques qui me faisaient comme ça. Mais, par exemple, effet de ça, je regarde beaucoup les émissions qui sont liées à l'aviation, à Mm. l'aéronautique, au crash d'avion. Un de mes frères est devenu ingénieur en aéronautique, pardon, etc. Donc voilà, je pense que ça a eu des répercussions comme ça. Et avec ma mère, alors, là, je vais raconter une anecdote drôle. Donc, quand j'étais petite, la première fois que je suis arrivée en France, je crois que je devais avoir à peu près 2 ans. Et, donc, ma mère, donc elle m'a raconté ça après. Donc, elle me tenait dans les bras et j'avais l'impression que les blancs, en fait, c'était des blessures ambulantes. Parce que, en gros, sous la peau noire, quand on se blesse, la chair, c'est blanc. Et donc, Mm. elle me racontait que je hurlais en permanence dès que je voyais un blanc parce que j'avais l'impression, et je disais blessure, blessure, blessure. Voilà. Donc, je voulais finir sur une note un peu drôle et positive. Donc, ouais, je dirais que c'est un peu ces anecdotes, ces moments de vie. Et c'est pour ça que c'est important de passer le maximum de temps avec ses enfants, parce que c'est toutes ces petites choses en fait qui constituent leur socle quand ils grandissent. Mm. Et voilà, je pense que c'est le message que j'aimerais, si je devais transmettre un message, c'est que demain n'est pas acquis, la vie est courte. En plus, avec ce que nous a montré cette sacrée année 2020, il faut prendre le temps de vivre chaque moment intensément. Et, euh, et en tout cas, enfin, moi, ça fait très longtemps, mais les moments que je chéris le plus, c'est les moments que je partage avec mes proches, avec les enfants, avec ma famille, un bon repas. Euh, Honnêtement, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Il n'y a rien au-dessus de ça. Parfois, quand on n'est pas arrivé à un certain niveau, on a l'impression qu'il y a quelque chose autour. En fait, non, ça tourne autour de ça. Le partage, l'amour, les proches, et voilà. Écoute, merci. Je crois que c'est une belle conclusion. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci Merci à toi pour l'invitation. et merci pour ta confiance. Mhm. C'est pas forcément facile. Et puis merci C'est parce que je d'être. t'aime bien que j'ai accepté de venir partager mon histoire avec toi. Bah, c'est gentil. Et d'ailleurs, merci d'être un exemple. Parce que, comme je te l'ai dit quand on bossait ensemble, le fait que tu aies, mais pas uniquement ça, hein, mais le fait que tu aies traversé cette difficulté-là, ben, quand j'y pensais, je me dis, vas-y, bouge-toi, il faut que tu sois déter. Et au-delà même de ça, parce que j'ai pas encore ton expérience, on va dire, de la vie, des affaires, etc. C'est très enrichissant de voir quelqu'un comme toi et d'avoir une référence sur laquelle euh, se calquer, quoi. Voilà. Merci beaucoup, ça me touche. Et comme je te disais au départ, voilà, l'idée de ce partage, c'est aussi de pouvoir toucher les gens, de pouvoir aider ceux qui sont peut-être en train de traverser en tout cas un deuil, pour leur dire que voilà, la vie ne s'arrête pas là, c'est pas facile, mais elle vaut la peine d'être vécue. Donc voilà, c'était vraiment un message d'espoir profond. Euh, et voilà, vivez chaque moment intensément. Et comme ça, quand c'est fini, bah, on part avec satisfaction presque. Ça marche. Écoutez, je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Merci pour
vos commentaires et pour tous vos cœurs. Il y a eu Ouais, j'ai vu les cœurs, merci. énormément de cœurs. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Merci pour vos encouragements également. Si, comme Magicien, vous voulez éventuellement passer sur un live, une histoire, un petit message inbox. La semaine prochaine, on parlera de mode masculine. Ah, On va recevoir un professionnel de la ok. mode. Alors, pas forcément haute couture, mais Mhm, qui vous donnera beaucoup de conseils sur comment s'habiller. Moi, je l'ai découvert il y a environ 3, 4, 5 ans. Et mhm. j'y connaissais rien du tout et ça m'a appris à reconnaître ce que c'est que un basique, de la bonne qualité, etc. Donc, Ok. honnêtement, nous, les hommes, on a beaucoup de mal à bien s'habiller. Donc, je vous invite à Et suivre. Et puis pour merci. les filles, si vous avez des copains ou autres, comme ça, vous pourrez leur donner des petits conseils. Génial. Et en tout cas, merci pour tous les cœurs, les messages, je les ai vus passer. Steve, euh, genre, coucou. Romaine, coucou. Merci. Ciao. Ciao, ciao, Magis, mais merci, hein. Merci à toi. Bye.